Je m'appelle Félicien Lemaire, professeur de droit public. Pour résumer mon livre, je dirais qu'il pourrait se caractériser pour l'essentiel à travers l'intitulé même, l'indivisibilité de la République, mythe et réalité. Il s'agit de démontrer effectivement que sous certains aspects, l'indivisibilité est un mythe, dans la mesure où il s'inscrit dans le discours politique. On peut reprendre la formule qui a été celle de Paul Valéry, expliquant que un mythe, c'est tout ce qui subsiste et n'existe n'ayant que la parole pour cause. Alors de ce point de vue, l'indivisibilité relève de croyances politiques, d'une démarche politique visant à affirmer l'unité nationale et le caractère unitaire de l'État. On pourrait dire que l'indivisibilité participe en quelque sorte d'une représentation mentale de la République autour d'idéaux partagés, autour du lien national. Le principe, sans conteste, de ce point de vue, est marqué par un certain artificialisme juridique. Il a un caractère véritablement artificiel. Néanmoins, je ne crois pas qu'on puisse se limiter à cette vision. L'indivisibilité n'est pas simplement une fiction juridique, c'est aussi une réalité juridique, non pas simplement parce que cela est inscrit dans la Constitution, mais parce que les révolutionnaires, dès le départ, ont voulu donner un effet juridique à cette notion. Alors, lorsque je dis cela, sans doute faut-il un peu remonter dans le temps. On a trop souvent tendance, lorsqu'on évoque les principes, à considérer que la révolution constitue en quelque sorte l'an zéro de toute chose, l'an zéro de tout principe. L'indivisibilité a été affirmée très tôt, sous l'Ancien Régime, avec la monarchie absolue, avec Baudin, dès la fin du XVIe siècle, où il s'est agi véritablement d'ancrer la centralisation politique. On a là effectivement ce que De Gaulle appelait une sorte de centralisme multiséculaire qui fait que l'indivisibilité résulte d'un volontarisme juridique. La France s'est bâtie grâce et par l'affirmation de son unité et indivisibilité politique, là où d'autres États se sont contentés en réalité de coucher ce principe sur le papier sans donner des faits. Mais il faut revisiter ce principe, c'est ce que j'ai tenté de faire. Alors, ce livre, je l'ai élaboré, je dirais, somme toute assez naturellement. Il m'est venu à l'esprit à la suite de mes travaux et plus particulièrement à la suite de ma thèse sur la République française et le droit d'autodétermination. Lorsque j'élaborais cette thèse, j'achoppais systématiquement sur une notion, la notion d'indivisibilité de la République. Est-ce que le principe d'autodétermination est compatible avec l'indivisibilité? Est-ce qu'il est possible que des territoires puissent sortir de la République? Que signifie en réalité ce principe d'indivisibilité? Alors, bien évidemment, il y avait déjà un ouvrage conséquent sur le sujet de Roland Debache, intitulé Le principe révolutionnaire d'unité et d'indivisibilité de la République. Mais comme il l'indique lui-même dans le sous-titre de sa thèse, puisque il s'agissait d'une thèse, il s'agit pour l'essentiel d'un essai d'histoire politique. Donc pour l'essentiel, il s'est agi pour lui de jauger le principe au regard des débats révolutionnaires. Pour ma part, il s'agissait plutôt d'essayer d'inscrire le principe dans l'actualité, de revisiter le principe à l'aune des évolutions de l'État, à savoir la décolonisation, bien évidemment, la construction européenne, la décentralisation, qui ont nécessité un remodelage de ce principe. Alors, très simplement, dans l'ouvrage, à partir des développements historiques, j'essaye de démontrer que le principe d'individualité constitue un principe fondateur et structurant de la République, et dans la deuxième partie, d'illustrer les adaptations de ce principe pour en permettre la relecture. La question de la nouveauté est une question redoutable. Elle fait courir le risque d'une certaine prétention.
en droit, il est extrêmement difficile de prétendre qu'on révolutionne les choses ou qu'on innove. Il n'y a pas véritablement d'innovation majeure de ce point de vue, puisqu'on est accroché au texte, hein. On est dépendant des textes, donc il ne peut y avoir d'innovation. Je parlerai d'intérêt de l'ouvrage. L'intérêt de l'ouvrage est précisément de le sortir un petit peu du discours politique, de la difficulté que rencontrent beaucoup d'hommes politiques, et pas simplement les hommes politiques, à vrai dire, les auteurs assez régulièrement, à définir cette notion. Alors, j'ai essayé de démontrer que le principe d'indivisibilité sur le long cours fait montre d'un certain nombre de constantes, qu'il existe des données irréductibles de l'indivisibilité, des fondamentaux de la République, à savoir l'affirmation de l'unicité du peuple, à savoir encore l'affirmation de l'unicité de la source normative, même si on constate que celle-ci réside davantage aujourd'hui plutôt dans le pouvoir constituant que dans le pouvoir législatif, comme on le disait ordinairement. L'unicité également d'application des libertés sur l'ensemble du territoire. Ce qui me permet également d'écarter les faux semblants avec lesquels on a trop souvent identifié l'indivisibilité de la République. Alors je pense bien évidemment à l'uniformité territoriale. Je pense également à la notion de continuité territoriale ou à la notion d'intégrité du territoire. Faux semblants ou également faux antagonismes. On a trop souvent considéré que le principe d'indivisibilité n'était pas compatible avec certaines notions. Avec les évolutions de l'État, on se rend compte que ce principe est effectivement compatible avec des principes comme le principe d'autodétermination, avec le principe de décentralisation. Ça semble être une évidence aujourd'hui, mais il a fallu beaucoup de temps pour l'admettre, compatible bien évidemment avec le principe de libre administration. Mais tout cela sous la condition que les prérogatives de l'État soient maintenues, que l'État soit en mesure de diriger l'action en amont et en aval, et au besoin d'arbitrer entre les collectivités territoriales notamment. Alors le meilleur moment, sans conteste, je dirais qu'il est relatif à la période où je me suis rendu compte, en consultant les différents débats dans la période révolutionnaire, les travaux sur la constituante, les travaux sur l'élaboration de la Constitution de 1793, la Constitution montagnarde, que les révolutionnaires étaient moins attachés à l'idée d'une indivisibilité du territoire qu'à l'idée d'une indivisibilité du corps social. Il y a là véritablement une mystique révolutionnaire. L'indivisibilité n'est pas à proprement parler liée au territoire, mais plus strictement à la souveraineté, et très exactement à la souveraineté du peuple. On retrouve ce propos très clairement énoncé chez Buzot, chez Saint-Just, Girondins comme Montagnard, qui explique que l'unité n'est pas dans le territoire, mais dans les personnes. Alors sans doute, le député qui illustre le mieux cette idée, même s'il est méconnu, c'est le député Thirion de la Moselle, qui nous explique que l'unité n'est pas attachée au sol. Il ne faut pas envisager la république des plantes, qu'on en a affaire à une république des hommes. C'est là une idée motrice qui m'a beaucoup aidé pour appréhender l'indivisibilité. Alors, sans doute, bien évidemment, il faudra incarner cette indivisibilité de la souveraineté à travers le territoire. C'est inévitable. Il a fallu pour les révolutionnaires défendre le territoire contre l'ennemi. Mais il demeure que lorsqu'il s'agit de défendre le territoire, c'est dans l'objectif d'unification politique de la nation, dans l'objectif d'unité du peuple français.
Cela donne beaucoup à lire, me semble-t-il, sur les événements actuels, sur la construction européenne, qui, à mon sens, ne remet pas en cause véritablement l'indivisibilité de la souveraineté. Cela ne remet pas en cause dès lors que on peut considérer qu'il n'existe pas de peuple européen qui pourrait se substituer au peuple français. La souveraineté, l'indivisibilité de la souveraineté est de ce point de vue maintenue, surtout si on envisage la souveraineté comme étant non pas l'expression d'une puissance, non pas l'expression d'un pouvoir ou l'expression encore d'attributs de compétences, mais plutôt comme l'expression d'une volonté, d'une liberté, la liberté qu'a le peuple de choisir son propre destin. Il y a bien là une indivisibilité et une inaliénabilité de la souveraineté qui est attachée au peuple. Alors mes projets, j'essaye un petit peu de changer de chemin en m'intéressant davantage à la question des libertés fondamentales que j'enseigne. Euh, je dois d'ailleurs co-organiser un colloque sur les discriminations, mais le sujet n'est jamais très loin, hein. Il est évident que je m'intéresse toujours à la question et de l'indivisibilité et de la souveraineté. Après tout, on est au pays de Baudin. Le centre dont je fais partie est le centre Jean Baudin. Donc la question de l'évolution de la souveraineté n'est jamais très loin